Ok, donc je vais juste vous présenter les trois dernières diapositives de cours sur la colonisation de l'environnement terrestre, chez les plantes, chez les invertébrés et chez les vertébrés. Alors pour cela, ça va être important pour vous de garder en tête les différentes périodes de l'ère paléozoïque. Donc on commence avec le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, et on enchaîne sur le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. D'accord? Donc pendant le Cambrien, toute la vie était 100% aquatique. Et ce n'est que à partir de l'Ordovicien où on commence à voir les premières indications d'une colonisation de la Terre par les plantes. Et ça, c'est pas vraiment les plantes elles-mêmes, mais plutôt les spores résistants au dessèchement qui sont laissés par les plantes qui doivent pousser dans un milieu aquatique, mais qui est régulièrement desséché. Et en fait, afin de recoloniser rapidement cette zone, la production de spores capables de résister au dessèchement est un avantage sélectif. Donc ça, c'est la première adaptation à la vie sur l'environnement terrestre chez les plantes. Pour voir des plantes proprement parlées qui peuvent pousser en dehors de l'eau, vraiment pousser en dehors de l'eau, il faut attendre le silurien. Et c'est là où on voit les plantes qui ont quelques spécialisations pour conserver l'eau. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de feuilles, elles sont de petite taille, mais on voit que même la forme de la tige, par exemple, et c'est pas des frondes comme chez les algues, parce que ça perdrait l'eau beaucoup trop rapidement, mais c'est plutôt une tige en forme de cylindre. Donc pas de vascularisation, donc pas de capacité pour la plante de transporter de l'eau d'un bout à l'autre. Donc il doit rester euh, et ça pose une limitation sur la taille de la plante. Parce que toutes les parties de la plante ici doivent rester un petit peu en contact avec de l'eau. Alors, le tissu vasculaire et d'autres adaptations à l'environnement terrestre vont apparaître lors du Dévonien. C'est là où on commence à voir une vraie explosion de la diversité des plantes avec une adaptation à la vie terrestre. Et on le voit sur des fossiles qui sont sur quelques sites remarquables, par exemple le site de Rini en Écosse. Et c'est remarquable parce que les fossiles sont extrêmement bien conservés, donc on peut voir la morphologie de la plante à l'échelle cellulaire. Donc ici on voit une fossile en coupe, donc on voit qu'il y a une cuticule à l'extérieur pour empêcher les pertes de l'eau, on voit qu'il y a un tissu vasculaire, et on voit qu'on a des cellules de garde dans la cuticule pour régler les échanges gazeux et de l'eau entre la plante et l'atmosphère à l'extérieur. Alors ces plantes-là, les Rhinopsida, n'ont pas laissé de descendance directe, donc il n'y a pas de représentante encore existante de cet ordre, ou peut-être cette classe de plantes. Néanmoins, et en fait, le plus ancien groupe de plantes encore en existence, ce sont les ptéridophytes, c'est-à-dire les fougères et les prêles, qui vont apparaître dès le Carbonifère et qui vont devenir les espèces de plantes dominantes pendant cette période-là. Notre adaptation à la vie terrestre que l'on voit au Carbonifère, c'est la production de la lignine, c'est-à-dire du bois. C'est ce qui va permettre aux tiges des plantes d'être très solides et rester debout et permettre des plantes de pousser plus haut dans une sorte de course et une compétition entre les espèces de plantes pour avoir accès au soleil. Alors les ptéridophytes et les Rhinopsida sont bien adaptés à la vie terrestre, mais leur reproduction est encore dépendante de milieux aquatiques, parce que la fertilisation dépend de la libération d'un spermatozoïde motile qui va fertiliser l'œuf chez la plante. Et la dernière étape dans l'adaptation des plantes à l'environnement terrestre, ça va être
la production de graines chez les spermatophytes, et c'est plutôt le pollen qui permet cette adaptation-là, parce que le pollen peut aller fertiliser l'œuf en dehors de l'eau. Donc les premières spermatophytes sont identifiées encore dans le Dévonien, mais en fait ils vont rester plutôt minoritaires pendant le reste du Dévonien et aussi pendant le Carbonifère. Et c'est à partir du Permien que les spermatophytes, donc principalement les gymnospermes pendant le Permien, vont être les plantes dominantes. Et le dernier groupe de plantes à voir le jour sont les plantes à fleurs, les angiospermes, qui vont avoir une grande diversification lors du Crétacé, et c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, chez les angiospermes, le processus, c'est l'utilisation des insectes pollinisateurs pour effectuer la fertilisation, plutôt que de rester au gré du vent, comme chez les gymnospermes. Donc, l'avantage sélectif, c'est une reproduction plus efficace en exploitant des insectes. Alors, en parlant des insectes, le premier fossile dont on dispose chez les insectes, c'est cette bête-là, Strudiella, qui est datée d'il y a 370 millions d'années, donc dans le Dévonien, vers la fin. Okay. C'est la fin du Dévonien, donc il y a beaucoup de plantes déjà diversifiées sur Terre, donc il y a plein de choses à manger pour les insectes. C'est un peu ça la pression de sélection qui pousse vers la colonisation de l'environnement terrestre pour les insectes. Donc Strudiella, ça c'est le fossile, ça c'est le schéma que l'on en tire et qu'on voit que c'est clairement un insecte, il a une tête, thorax et abdomen et puis 3 paires de pattes. Néanmoins, il nous manque les étapes intermédiaires qui sont les étapes de développement du précurseur de cet insecte terrestre et son développement et son évolution à partir d'un arthropode aquatique. Ça, on n'a pas encore. Alors, par la suite, pendant le Carbonifère et les Dévoniens, les insectes vont se diversifier et on voit de nombreux groupes apparaître pendant le Carbonifère. Donc, les arachnides vont se diversifier, on va avoir des libellules. Et la dernière étape dans l'évolution des insectes, c'est la diversification des pollinisateurs pendant le Crétacé. Et là, c'est un exemple de coévolution avec des angiospermes. Donc, évidemment, ces groupes-là ne partent pas de nulle part. Donc, avant cette diversification, ces lignages d'insectes existent, mais ils vont pouvoir devenir dominants et extrêmement diversifiés parce qu'il y a la coévolution avec les plantes. Donc un exemple, c'est la première espèce d'abeille qui est connue jusqu'à ce jour-là, donc c'est Melitosphex qui date d'il y a 100 millions d'années, donc en plein milieu du Crétacé. Et finalement, pour les vertébrés, tous les vertébrés terrestres sont dérivés des poissons à nageoires à lobe, comme le célocanthe. Et on dispose d'une série d'espèces fossiles intermédiaires entre ces poissons et des tétrapodes 100% terrestres. Donc je vais juste présenter Acanthostega, c'est une des espèces fossiles qui est quelque part à mi-chemin entre un mode de vie aquatique et un mode de vie terrestre. Donc ça date du fin de Dévonien. Et Acanthostega a clairement 4 membres, que l'on peut voir ici, plus des poumons, donc il respire l'air. Mais sa mode de vie reste aquatique parce que par la carrure des os ici, il est possible de conclure que ces pattes-là ne sont pas assez musclées pour pouvoir soutenir le poids de l'animal et le bouger de façon efficace en dehors de l'eau. Et aussi, on a cette queue qui est musclée, qui est là pour propulser l'animal dans l'eau.
Donc c'est quelque chose qui va à moitié nager, à moitié crapahuter avec ses pattes dans une eau peu profonde. Il met la tête en dehors de l'eau et probablement il va brouter les plantes au bord de l'eau, éventuellement manger les insectes ou les invertébrés. Donc les tétrapodes vont se diversifier pendant le Carbonifère et on voit se départager deux groupes qui sont partiellement ou majoritairement terrestres. Donc les batrachomorphes, qui sont les ancêtres des amphibiens et des batraciens actuels, et les reptiliomorphes. Et c'est ce groupe-là qui va s'adapter à 100% à la vie terrestre. Donc les batrachomorphes et les reptiliomorphes, initialement, sont encore dépendants d'un milieu aquatique pour leur reproduction, comme les batraciens actuels. Donc les œufs sont pondus dans un milieu aquatique et les spermatozoïdes sont libérés pour les fertiliser. L'adaptation clé qui va permettre les reptiliomorphes de s'adapter pleinement à la vie terrestre, c'est le développement de l'amnios, c'est-à-dire une couche imperméable à l'extérieur de l'œuf. À cause de l'amnios, des œufs qui sont pondus et fertilisés peuvent rester à l'extérieur de l'eau sans se dessécher. Donc ça, c'est une adaptation que l'on peut dater d'il y a 310 millions d'années. Et les amniotes, c'est les reptiles, les aviaires et les mammifères. Donc à ce stade-là, les œufs n'ont pas de coque minéralisée. Ça, on en trouve uniquement, c'est les archosaures, c'est-à-dire les crocodiliens et les oiseaux, et les premiers fossiles de minéralisés datent d'il y a 220 millions d'années. Alors on peut se demander si les œufs fossilisés datent que d'il y a 220 millions d'années. Comment se fait-il que l'on considère que les amniotes ont vu le jour il y a 310 millions d'années? Ça, c'est parce que il y a plusieurs caractéristiques du squelette que l'on retrouve uniquement chez les amniotes et pas chez les amphibiens. Par exemple, dans les vertébrés sacraux, dans les vertèbres sacraux qui soutiennent le bassin, il y en a deux qui soutiennent le bassin chez les amniotes et un chez les batraciens. Et on commence à voir apparaître ces caractéristiques du squelette des amniotes il y a 310 millions d'années. Donc on infère, on déduit que ces animaux-là avaient aussi un amnios. Et donc les œufs qui résistaient au dessèchement à l'extérieur de l'eau. Donc comme pour les plantes, c'est la reproduction qui est la dernière étape dans l'adaptation pleine à la vie terrestre. Donc c'est l'œuf qui a permis la poule et pas l'inverse. Donc juste pour résumer un petit peu tout ça et la totalité du cours d'aujourd'hui. Donc c'est la transition entre un mode de vie aquatique vers un mode de vie terrestre. C'est un changement très très important dans la biologie des organismes, que ce soit pour les plantes, les invertébrés ou les tétrapodes. Et on a vu qu'en fait cette transition ne s'est pas faite tout de suite. C'est quelque chose qui s'est fait de façon graduelle avec l'accumulation de toute une suite d'adaptations. Chaque adaptation, c'est un pas vers la vie terrestre. Et donc, le processus entier dure des dizaines de millions d'années. Donc, c'est quelque chose qui est graduel, qui prend beaucoup de temps. Ok, pour les étapes précoces de l'évolution, il ne faut jamais oublier que au-delà d'il y a 3,4 milliards d'années, avec les premiers stromatolites, on n'a pas de données directes. Et ce qui fait que les théories des modèles actuels sont basées sur un ensemble d'observations. Ils ne sont pas des modèles définitifs. Et avec de nouvelles données, ces théories, ces modèles vont changer. C'est justement le propre d'une théorie scientifique. Elle va être modifiée en fonction des observations et des données expérimentales. Ce n'est pas des choses qui sont figées et gravées en pierre. Néanmoins, selon notre compréhension actuelle, on peut déligner on peut
on peut identifier certaines étapes clés qui ont eu lieu une seule fois dans l'historique de la vie. Okay. Donc, monde ARN, ça c'est une étape absolument essentielle parce que c'est à partir de ce moment-là où la sélection naturelle devient possible. Parce qu'on a une molécule qui code pour l'information génétique qui est aussi le phénotype sur lequel la sélection naturelle peut exercer. Ensuite, le code génétique, production de protéines, c'est un événement unique dans l'historique de la vie. Ça permet d'avoir des enzymes plus performantes. ADN, l'invention, l'apparition de l'ADN, extrêmement important parce que c'est ça qui va permettre des génomes plus complexes pour coder pour des organismes plus complexes. L'ARN est trop instable chimiquement et donc pour avoir un génome plus grand, il faut une molécule qui code pour l'information génétique qui est plus stable. Et la dernière qu'on a regardée, c'était l'émergence de la cellule eucaryote. Encore une fois, c'est la mitose qui va permettre à la cellule eucaryote de contenir un génome plus grand. Et c'est ça qui va être la clé pour développer la multicellularité. Donc je vais arrêter là et je vais vous poser des questions sur l'adaptation terrestre en début de notre prochain cours.